Deuxième partie de notre mini-série sur le championnat du monde d'endurance. Générique. Si aujourd'hui le championnat du monde d'endurance est plutôt simple à comprendre, on l'a vu dans la première partie que c'était loin d'être le cas au début. Dans cette deuxième partie, on va voir la professionnalisation du monde du sport prototype, ainsi que la domination de Porsche. Et le début de la mort du championnat. Ça c'est du teasing. Bienvenue dans cette deuxième partie, bonne vidéo. En 1972, la FIA et la CSI ont fusionné le groupe 5 et le groupe 6, ce qui a plutôt bien aidé Matra. Le problème, c'est que ce nivellement vers le bas a entraîné le retrait de plusieurs constructeurs. De plus, le championnat du monde d'endurance a perdu les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Daytona pour les prototypes et surtout les 24 heures du Mans. Il y a donc du pain sur la planche pour amener les constructeurs et le spectacle. Et ça commence par le retour du groupe 6. Le groupe 5 devient une catégorie GT un petit peu boostée. De plus, en 1976, le championnat va être réaménagé. Le groupe 4 et 5, plus le 1, 2 et 3 vont évoluer dans le championnat du monde des marques et le groupe 6 dans le championnat du monde des voitures de sport. Donc deux championnats bien distincts. Revenons sur quelques notions statistiques pour avoir le contexte. Depuis sa création en 1953, le constructeur le plus titré c'est Ferrari avec 12 titres en proto. Dans la deuxième partie des années 60, Ford est venu challenger Ferrari, puis Porsche est venu dans la bagarre avant que Matra ne profite de la nouvelle réglementation pour prendre les titres 73 et 74. Parmi les pilotes emblématiques de ce championnat, on peut citer Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Nino Farina, Sterling Moss, Mike Hawthorne, Phil Hill ou Olivier Jean-Debien dans les années 50. L'armada Ferrari et Ford dans les années 60 ont mis à l'œuvre des Scarfiotti, Bandini, Surtees, Rodriguez, Heyman, Rindt, Parks, Miles, Bianchi ou X. Puis ce sont des Pescarolo, Larousse, Graham Hill, Andretti, Lafitte ou Oliver. Donc que des noms connus en sport automobile et pour la plupart grâce à la Formule 1. Reprenons donc en 1976 la 24e édition du championnat. En GT, les Porsche 935 lancent leur domination qui durera jusqu'en 1981. Cette voiture mythique remporte à plusieurs reprises les 24 heures de Daytona mais aussi les 12 heures de Sebring. De plus, elle remporte les 24 heures du Mans 1979 au général avec Klaus Ludwig, Bill et Don Whitington. Cette Porsche aux courbes très américaines sera à elle seule le symbole d'une époque en GT. Mais ce n'est pas la seule voiture mythique de Porsche. Durant la réglementation du groupe 5, Porsche se battait avec la 908 et celle-ci remporte la première course de la saison 76 avec des protos version Spider avant de laisser sa place. Dites bonjour à la Porsche 936. Cette voiture à moteur turbo va dominer outrageusement en remportant toutes les courses de la saison 76. Carton plein pour Porsche, littéralement 100% des points et un nouveau titre mondial. Les Alpine Renault étaient inexistantes. Mais surprise, en 1977, la 936 ne prend pas part au championnat du monde. En revanche, cette voiture dispute les 24 heures du Mans et nous offre un duel mémorable face à la Renault Alpine. Mais pourquoi ils ne sont plus en championnat du monde? Eh bien pour plusieurs raisons, principalement financières, ça vaut pas le coup. Je rappelle que les 3 plus grandes courses de l'endurance, donc les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring et les 24 heures du Mans, eh ben ils ne font pas partie du championnat. Alfa Romeo remporte donc seul le championnat Proto 77, tandis que la 935 décroche un titre en GT. Et cette idée de deux championnats bien distincts disparaît après seulement 2 saisons. C'est un échec. Le championnat proto deviendra un championnat européen en 78 avant de totalement disparaître. Le championnat des marques, donc le championnat GT, devient le championnat principal. Il est constitué du groupe 5 ainsi que de quelques catégories de l'IMSA, le GTO 5 et le GTX, qui sont le groupe 5 américain. Les autres catégories, les autres groupes peuvent concourir mais ne marquent pas de points au championnat. Du coup, on y retrouve tous les groupes de 1 à 5, donc la catégorie A, production de notre tableau. 1978 voit les 935 continuer de dominer, tandis que les BMW 320i s'imposent en groupe 4. Carton plein pour Porsche en 78 et également en 79, 4 titres consécutifs pour la 935.
X, Ludwig, Haier, Maas, Volek, que des noms qui ont contribué au succès de Porsche. Mais en 1980, les choses évoluent un petit peu. Durant ces 2 années, les groupes 6 ont été menés par les Porsche 936 et les Renault Alpine A442. La firme française a pris sa revanche de 77 en remportant les 24 heures du Mans 78 avec Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. En 1980, les 24 heures du Mans reviennent au championnat du monde d'endurance, tout comme le groupe 6. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les prototypes qui jouent la gagne aux 24 heures du Mans, ainsi que des GT de la réglementation FIA et de l'IMSA. Donc on a de tout, il y a une variété monstrueuse de voitures. Le calendrier est donc très riche avec les 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona, les 24 heures de Spa, on a de tout, mais toutes les courses de ce calendrier ne comptent pas pour le championnat des marques. Et au sein même de ce championnat, pas tous les constructeurs peuvent marquer des points. C'est un gros bordel. Par exemple, Rando a réussi l'exploit de remporter les 24 heures du Mans en 1980. C'est une voiture artisanale pilotée par son concepteur, Jean, ainsi que Jean-Pierre Josso. Oui, encore lui, pas pour rien que c'est une légende du sport auto français. Si on suit une logique actuelle, on se dit que le constructeur français empoche le maximum de points. Mais non, Rando fait partie des groupes 6 qui ne marquent pas de points dans ce championnat. Donc au final, à la fin de la saison, on se retrouve avec Porsche et Lancia à égalité de points. Comment on les départage? Au nombre de victoires, et c'est Lancia qui gagne le titre 1980. Alors que ceux qu'on a le plus regardés dans ce championnat, eh bien ce sont les prototypes du groupe 6, ce sont eux qui gagnaient les courses au général. Il faut vraiment une nouvelle réglementation qui clarifie les choses, parce que là c'est un gros bordel. En 1981, c'est un petit peu le même problème. La Porsche 936, pilotée par Jackie X et Derek Bell, remporte les 24 heures du Mans, mais elle ne marque pas de points. Par contre, celle qui prend les points de la victoire lors de ces 24 heures, c'est Porsche avec la 935 numéro 55. Et Lancia, oui, parce qu'il y a plusieurs classements. Les plus de 2000 cm3 et les moins de 2000 cm3. Porsche marque les points de la victoire en terminant 4e au général et première du groupe 5, plus de 2000 cm3. Et Lancia termine 8e du général et première du groupe 5, moins de 2000 cm3. Sauf que ces deux divisions comptent pour le même championnat général. Donc on se retrouve, pour cette course-là, Lancia et Porsche à égalité de points. C'est nul parce que t'en as un qui a terminé 4e et l'autre qui a terminé 8e. Pas premier et premier. Et donc, vu que ces deux constructeurs marquent le même nombre de points au championnat comptabilisé, parce que pas toutes les courses comptabilisent, il faut les départager. Comme en 1980. Du coup, c'est au meilleur résultat non comptabilisé. Et donc, c'est Lancia qui est champion du monde, alors que la 935 a toujours fini devant la Lancia, sans pour autant dominer au général. Parce que je vous rappelle que ce sont les groupes 6 qui gagnent les courses. Et pour ajouter de la complexité à cette équation, ma foi, fort chiante, ils ont créé un championnat du monde des pilotes. Et c'est l'américain Bob Garrettson qui le remporte. Bon, vous l'avez compris, avec trop de catégories et des règles qui ne suivent pas, le championnat du monde n'a que peu de crédibilité. Toutes ces GT, les 935, les 320i, les Monte Carlo sont magnifiques à voir, mais ce ne sont pas les plus rapides. Il faut donc absolument remettre de l'ordre et clarifier tout ça. En 1981, le championnat du monde des rallyes dit adieu au groupe 4 qui devient le groupe B. En endurance, naît le groupe C. Le groupe C vise à limiter les puissances moteurs et plutôt que de s'attaquer au cylindré, il s'attaque à la consommation d'essence. Après, le turbo permet de maximiser la puissance tout en restant raisonnable en termes de cylindrée. Pour faire simple, le règlement est plus clair et il limite par lui-même les excès. En ce qui concerne le championnat du monde d'endurance, seuls les groupes C peuvent marquer des points. En revanche, les groupes B, les groupes 5 et les catégories de l'IMSA peuvent courir. Sans oublier le groupe 6 qui vit sa dernière saison, mais n'y faites pas attention. C'est aussi à partir de cette date que Sebring et Daytona quittent définitivement le championnat du monde. De nouveaux bolides sortent des ateliers. Porsche fait d'abord évoluer sa 936 avant de sortir sa 956. Rando arrive avec les M382, Ford avec les C1000 et Lancia avec les LC1. Rando remporte la première course de 82 avant que Lancia ne prenne la relève. Alboreto, Patrese et Fabi s'imposent à Silverstone et au Nürburgring avant que les Porsche 956 Rothmans de X, Bell et Maas viennent tout rafler, y compris les 24 heures du Mans. Porsche retrouve le titre mondial. En 1983, les choses deviennent encore plus claires. 3 catégories participent au championnat. Le groupe C, l'hypercar aujourd'hui, massivement soutenu par les constructeurs et qui joue la victoire au général. Le groupe C junior qui devient en 84 le C2, donc en gros le LMP2, qui est là pour permettre aux constructeurs moins fortunés de se battre. Ainsi que le groupe B, les GT. Mais au vu de la domination des protos, cette catégorie pourtant reine il y a quelques années va être amenée à disparaître.
Dans le groupe C, on retrouve évidemment les Porsche 956, mais également les Lancia LC2 et les Rondo M482. On retrouve également quelques Sauber C7 qui font 2 apparitions dans l'année, ainsi que plein d'autres constructeurs qu'on n'a pas le temps de citer. Mais au final, ceux qui font toutes les courses, c'est Porsche, Lancia et Rondo. Mais les 956 sont un cran au-dessus, la marque de Stuttgart décroche le titre. Côté pilote, Jacky Ickx est champion du monde 82 et 83. En 84, Porsche remporte encore une fois le championnat. Les Lancia ne font pas le poids. Le suspense est interne à Porsche. Heureusement, en plus des officiels arborant des livrées Rothmans, nous avons des privés, comme le Brun Motorsport de Walter Brun ou encore le Yost Racing. En 84, c'est bien le Yost Racing qui remporte les 24 heures du Mans avec Henri Pescarolo et Klaus Ludwig. Cette voiture a la livrée mythique, la Newman numéro 7, jaune, blanche et noire. Très bon choix de couleur. Côté pilote, c'est le jeune prodige allemand Stefan Bellof qui remporte le championnat 84. L'allemand est très prometteur et il a même pris le record de la Nordschleife. Malheureusement, Stefan sera victime d'un terrible accident dans l'eau rouge lors des 1000 km de Spa 1985. Certes, Porsche domine outrageusement la catégorie. Aux 24 heures du Mans, depuis 1982, les 5 premières voitures sont systématiquement des Porsche 956, avec même, tenez-vous bien, un octuplé en 83. Le suspense est interne à Porsche, mais 2 choses vont aider le spectacle. Premièrement, il n'y a plus de championnat constructeur, c'est un championnat par équipe. Alors aujourd'hui, avec la Formule 1 où toutes les équipes sont des constructeurs, on peut être biaisé. Mais différenciez bien, je m'adresse peut-être au public un petit peu plus jeune, les constructeurs sont ceux qui font des voitures, par exemple Porsche, et les équipes sont ceux qui engagent les voitures. Par exemple, on a Porsche officiel qui engage eux-mêmes leurs propres voitures, mais aussi on a les privés qui engagent, qui achètent des voitures à Porsche et qui les font rouler. Par exemple, si moi j'achète une Porsche 962, quand on est dans les années, on est en 1986 au moment où je vous parle, j'achète une Porsche 962, je l'appelle Team Le Circuit, l'équipe sera Team Le Circuit, mais le constructeur ce sera Porsche. Du coup, avec un championnat par équipe, les privés qui engagent des Porsche vont vraiment pouvoir ambitionner quelque chose à titre individuel. Puis, deuxièmement, il y a 2 constructeurs qui arrivent. Lancia est toujours là, mais plus pour faire de la figuration. De plus, les constructeurs japonais ne font que les 24 heures du Mans et Fuji. En revanche, Jaguar y met les moyens et veut battre Porsche. Avec le TWR, le Tom Walkinshaw Racing, les XJR6 ne demandent qu'à être développés. Elles descendent des XJR5 engagés en catégorie GTP, le groupe C américain. Mais on a aussi un constructeur suisse du nom de Sauber qui se renforce avec la motorisation de Mercedes. Les C8 de Peter se montrent de plus en plus menaçantes et après une période pauvre en suspense, une bataille à 3 semble se profiler. Le groupe C porte ses fruits. Mais il faut être honnête, Porsche a encore un petit peu de marge avec ses vieillissantes 956 et ses nouvelles 962C. Côté pilote, chez Porsche officiel, on retrouve des pointures comme Derek Bell, Stuck ou Mass. Chez les privés, on peut trouver Boutsen, Ferté, Theiss ou Brun. Chez Lancia, on n'est pas en reste avec Nannini, De Cesaris ou Giacomelli. Si vous voulez une preuve des ambitions de Jaguar, regardez leurs pilotes. Schlesser, Brundle, Shiver, Warwick ou encore Lammers. Quant à Sauber, on retrouve Pescarolo ou Danner. Pour le moment, si la saison 85 est dominée par Porsche officiel, la saison 86 est nettement plus intéressante avec une meilleure redistribution des forces, notamment entre les pilotes. Je me suis basé sur 86 pour vous faire tout le listing juste avant. Les 962C et même les 956 sont toujours au-dessus, mais il faut dire que leur avantage se réduit. Shiver et Warwick remportent les 1000 km de Silverstone et Sauber prend même la victoire au Nürburgring avec Pescarolo et Thackwell. Le championnat s'est joué entre 4 équipes. Porsche officiel, Rothmans Porsche de son vrai nom, le Yost Racing, Brun Motorsport et Sidecut Jaguar. Et c'est le Brun Motorsport de Walter Brun qui décroche le titre. Le team privé a battu les officiels. Porsche fait passer son nombre de titres à 13, dépassant ainsi Ferrari et prenant seul le record. L'endurance appartient à Porsche. En C2, la bataille est intéressante également. Les Spice semblent être au-dessus, mais les Écosses ne sont jamais bien loin. Côté pilote, au général, ce sont les officiels Stuck et Bell qui remportent le titre. En 87, Jaguar arrive enfin au sommet avec sa XJR8. Cette voiture est redoutable. Que ce soit avec Buzzell, Lammers, Watson ou Shiver, cette voiture va vite. Tom Walkinshaw a remporté 8 des 10 épreuves de la saison. Porsche a remporté les 2 autres, mais surtout, Porsche a remporté les 24 heures du Mans. Tu peux gagner le titre, mais si tu ne gagnes pas le Mans,
il y a un goût d'inachevé. Cette période, c'est vraiment le choc entre les équipes. Depuis le début, on a des dirigeants emblématiques, que ce soit avec Enzo Ferrari, Alfred Neubauer avec Mercedes, Carroll Shelby ou John Wyer, Gérard Larousse avec Renault, Jean Rondeau avec sa propre équipe. Et à l'époque du groupe C, Walter Brun, Reinhold Jost, Erwin Kremer, Tom Walkinshaw qui recrutera d'ailleurs un certain Ross Brown, Peter Sauber évidemment, mais on a aussi d'autres noms qui émergent. Depuis quelques années, Yves Courage engage ses châssis Cougar, principalement au Mans. Mais on a aussi Gérard Velter, côté français, avec CKTEVA qui deviendra WR. C'est d'ailleurs lui qui poussera ses WM P88 au record de vitesse dans les Hunaudières en 88. Si dans les années 70, le championnat du monde d'endurance était vraiment bordélique et perdait de son prestige, dans la deuxième partie des années 80, c'est tout le contraire. Avec des constructeurs, équipes, patrons d'équipe et pilotes de renommée mondiale, il n'a que peu de choses à envier à la Formule 1. Le climax du groupe C a lieu au 24 heures du Mans 88, un duel épique entre Jaguar et Porsche. Jaguar envoie l'une de ses voitures en lièvre et les Porsche tombent dans le piège les unes après les autres. Jaguar remporte les 24 heures du Mans avec Andy Wallace, Jan Lammers et Johnny Dumfries. Puis n'oublions pas le team Sauber Mercedes qui avec leur C9 piloté par Schlesser, Baldi, Mass ou encore Johansson, entre autres, commence à sérieusement devenir menaçante pour la victoire. Il remporte 4 des 6 dernières courses de la saison. Porsche s'est fait doubler. Mais malheureusement, cet âge d'or va vite tourner court pour de bien tristes raisons. Ce championnat est très populaire et génère donc beaucoup d'argent. Mais cet argent ne tombe pas entre les mains de Bernie Ecclestone comme en Formule 1. En endurance, IMG de Mark McCormack a une belle ardoise et il en profite bien. C'est un problème pour Ecclestone. Il trouvera d'ailleurs un allié de poids avec Jean-Marie Balestre, le président de la FISA. Ce dernier a eu quelques petites querelles avec Porsche concernant le règlement et Jean-Marie est très rancunier. Notre duo infernal constate que l'endurance prend de plus en plus de place et ils ont peur qu'il fasse de l'ombre à la F1. Et ça, non. Leur croisade démarre avec une idée de Max Mosley, le bras droit d'Ecclestone. Ce dernier voulait redynamiser le championnat d'Europe de tourisme en y greffant aux voitures des moteurs de Formule 1. Des 3,5 litres atmosphériques. De plus, il voulait faire passer ce championnat qui marchait très bien, il était très bien tout seul, tranquille dans son coin, il faisait chez personne. Du coup, ils mettent des moteurs de Formule 1 et en plus, ils veulent le faire passer en championnat du monde. Donc, les coûts... Le truc, c'est que malgré l'intérêt de quelques constructeurs, notamment Peugeot, surtout Peugeot, ce championnat de tourisme a du mal à se lancer. Afin de convaincre ces derniers de venir, Jean-Marie Balestre, en partie instrumentalisé par Ecclestone, aménage les règlements. Il affaiblit l'endurance. Côté moteur, seuls les 2,8 litres turbo flat 6 sont autorisés, donc que ceux de Porsche. Donc Mercedes et Jaguar qui développent d'autres architectures moteurs doivent laisser tomber leurs travaux. Les coups bas commencent. Puis ça ne s'arrête pas là, le dénommé championnat du monde de voitures de sport doit être renommé Challenge Intercontinental. De plus, il est annoncé que pour 91, il n'y aura que des moteurs atmosphériques 3,5 litres. Et en tourisme du coup. Puis tout autre moteur, en gros ceux des C1, seront fortement bridés pour ne pas faire de l'ombre à cette nouvelle catégorie. Ça ne s'arrête pas là, les courses doivent également être réduites de moitié. Bah ouais, Ecclestone n'est pas bête. Il sait très bien qu'une course de 6 heures génère moins d'audience qu'une course sprint de 2h30 voire 3 heures. Puis du coup, plus besoin d'avoir 2 pilotes, un seul suffit. Mais c'est de la Formule 1 en fait. Vous croyez que c'est fini? Non, toutes les équipes devront participer à l'intégralité de la saison, sinon ils paieront une amende extrêmement lourde, ce qui emmerde pas mal de monde. Ok, les Porsche, Jaguar et Sauber peuvent se le permettre, ils ont les moyens, mais les privés alors? Parce que ouais, l'endurance c'est ça, c'est beaucoup de privés, ils ne pourront pas suivre. Puis les Japonais ne sont pas plus emballés non plus. Courir à Spa et à Monza, ça les intéresse pas plus que ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est Fuji et Le Mans. Tout allait si bien et d'un coup, v'là. Après, comme vous pouvez vous l'imaginer, les constructeurs ne sont pas très emballés par tout ça, mais Balestre les menace de révéler un accord qui avantage les officiels face aux privés. Mais il y a un espoir pour le championnat du monde d'endurance, c'est l'ACO. Les organisateurs des 24 heures du Mans ont des arguments, tout simplement, leur course qui est la raison principale des engagements de tous les constructeurs. C'est la course qui génère le plus d'intérêt et également le plus de revenus télévisuels. Mais le problème, c'est que le championnat de tourisme au moteur de Formule 1, c'est un échec. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est la conséquence. Voilà une chose qui accélère l'annonce de l'arrivée de Peugeot en endurance pour 91. La CO n'a donc plus la même marge de manœuvre, parce qu'un constructeur français au Mans, il faut le prendre en compte.
L'avenir du groupe C s'assombrit fortement, tout comme celui de l'endurance. Quel sera son futur? Comment vont se décompter tous ces événements? Eh bien, tout ça, on le verra dans le prochain épisode. D'ici là, vous savez quoi faire sur la plateforme, je vous ai mis quelques liens en description, allez les voir. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le WEC. À la prochaine. Ouais, le WEC fait le championnat du monde d'endurance. Donc le WEC, parce que ça veut dire championnat du monde d'endurance, mais en anglais, le WEC. Donc continuez d'aimer le WEC. Voilà. C'est tout. Troisième et dernière partie. Je vais pas préciser, mais après vous vous doutez bien. Hein. Vous doutez bien que ça va être la dernière partie. Enfin bon. Comment que ça va se passer? Ah, le suspense. C'est pas comme si j'en avais déjà parlé plus en détail pour le coup. Mais là, vu qu'on fait une histoire et que ça fait partie de l'histoire, il faut bien le re-raconter. Mais moins en détail, du coup. Parce qu'on n'a pas besoin de s'y attarder autant. Je me complique la vie en permanence. Putain, c'est chiant. Des bisous.